Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes le 23 septembre 2017 et c'est le 58e SITREP sur le Donbass. Et je dirais, je vais oser la formule, hein. Même si je la regrette d'avance. Comme d'habitude, ça s'aggrave, hein, ça continue de se détériorer. Hélas, c'est décourageant pour les gens qui essayent d'y voir un petit peu une lueur d'espoir dans une désescalade, mais en réalité, c'est tout le contraire qui se passe. Et les détails que tu vas nous donner nous en disent long, justement, malheureusement, sur la préparation d'escalade qui vise carrément le Donbass et bien sûr la Russie à travers le Donbass. À travers le Donbass. En effet, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 235 reprises, donc un petit peu moins que la semaine passée, au cours desquelles 677 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, donc je rappelle artillerie, mortier et chars d'assaut, en baisse là aussi par rapport à la semaine dernière. Durant les dernières 24 heures, il y a eu 21 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne. Ces bombardements ont touché 23 localités de la République. L'armée des RPD s'est amusée à compiler en fait l'ensemble des informations sur les bombardements depuis les premiers accords de Minsk, donc même pas Minsk 2, depuis Minsk 1, qui avait été conclu en septembre 2014, je le rappelle. Et en fait, entre le moment où ces accords ont été signés jusqu'au 19 septembre 2017, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 38 393 reprises. On va mettre un petit graphique qui montre mois par mois, pendant ces 3 ans, le nombre de violations du cessez-le-feu. Bon, ça fait quand même une moyenne de 35 fois par jour pendant 1110 jours. C'est beaucoup. Ouais. C'est trop. Hein, c'est trop. Donc, comme on peut le voir, il y a une légère baisse à cette semaine, mais bon, la suite des informations que j'ai sont pas vraiment encourageantes, confirment pas vraiment qu'on va vers une désescalade, bien au contraire. Les bombardements de cette semaine donc, ont principalement affecté la périphérie de Donetsk et surtout les districts de Petrovski et Kirovski, où 4 civils ont été blessés cette semaine. Un soldat de la RPD a lui aussi été blessé. Donc on a un bilan un petit peu moins dur que durant les semaines précédentes. 7 habitations ont aussi été endommagées. Comme la semaine dernière, 2 sources de renseignement concernant les armes lourdes, donc les services de renseignement de la République populaire de Donetsk, qui ont détecté des mouvements d'armes lourdes de nouveau près de la ligne de contact. Entre autres 5 chars d'assaut T-64, 3 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 5 obusiers tractés D-20 de 152 mm et 3 lance-roquettes multiples grades de 122 mm. Hein, donc, matériel toujours de jardinage, du matériel de jardinage, voilà. L'OSCE, de son côté, a détecté l'absence de 96 pièces d'équipement ukrainien des zones de stockage où elles devraient se trouver, soit presque le double de la semaine passée. Hein, on était aux environs d'une 50aine la semaine passée, là on est quasiment à 100. Hein. C'est quand même pas bon, parce que si ces pièces sont sorties des entrepôts, c'est pas pour aller faire... Ils les ont pas envoyés pour faire de la déco de jardin à Lvov ou non. Pas vraiment. Il y a de bonnes chances qu'ils soient en route vers le front ou en tout cas dans la zone du conflit. Donc ils ont parmi toutes ces pièces donc détecté l'absence de 25 obusiers tractés Jetsin B de 152 mm, 19 canons automoteurs Jetsin C de 152 mm, 18 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 6 canons anti-chars MT-12 Rapira de 100 mm, 4 lance-roquettes multiples grades de 122 mm et 12 obusiers tractés MSTA-B de 152 mm. Donc, du beau matériel. Avec ça, hors des entrepôts, je pense que la semaine prochaine, le bilan ne devrait pas être aussi bon que cette semaine, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Voilà. Ça continue. Comme d'habitude. C'est ça. Comme d'habitude. L'Ukraine a profité donc cette semaine de l'Assemblée générale de l'ONU et de la réunion des groupes de contact à Minsk pour bien sûr accuser la République populaire
de Donetsk, de tout et de n'importe quoi sans preuve, histoire d'avoir un peu de quoi étayer ce grand n'importe quoi. Les unités des forces armées ukrainiennes ont placé leur position de tir dans des zones densément peuplées pour utiliser les civils qui vivent là comme boucliers humains, hein, comme d'habitude, quoi. C'est pour illustrer la haute qualité morale des soldats ukrainiens. Hein, voilà, tout à fait. C'est installer des canons d'artillerie dans les jardins d'enfants, à proximité d'une école, ou carrément à l'intérieur de la cour. Je recommande d'ailleurs à nos auditeurs de se préparer un sac plastique ou papier, ou une bassine, ou un seau pour vomir, parce qu'ils vont en avoir l'occasion pendant le SITREP. Oui, ouais, hélas. C'est un SITREP très vomitif, comme ça, très... Ouais. Malheureusement. Donc bien sûr le but, hein, ils sont en train de prier pour que la République populaire de Donetsk réplique à leur tir quotidien et commette ainsi un carnage, hein, puisque les unités de reconnaissance de l'RPD ont ainsi découvert des emplacements comme dans la localité de Nelepovka où des soldats du 1er bataillon de la 128e brigade d'infanterie de montagne se sont installés sur le territoire d'une école. Oui, bah voilà, c'est ça. Hein, tout va bien. Dans la localité de Konstantinovka, là ils ont donc repéré dans les zones résidentielles le déploiement du 5e bataillon spécial de la 81e brigade aéroportée. Et dans la localité de Marinka, qui est juste en face du district de Petrovski, dans le sud-ouest de Donetsk, ils ont découvert 13 positions de tir de mortier qui ont été installées dans les jardins des maisons des habitants. Eh bien... Si Noga ne respectait pas le cessez-le-feu, je te raconte pas la boucherie. Oui, bah c'est clair. Hein. Voilà. Hein, la prochaine fois, c'est quoi? Ils vont peindre en rouge, en bleu, en vert, et puis marquer Lego dessus, non? Je sais pas. Hein, là, nos auditeurs peuvent commencer à vomir, mais enfin, gardez-en pour la fin, parce qu'il y a encore matière à... Et donc, pendant que les soldats ukrainiens appliquent des charmantes méthodes dignes... de leurs ancêtres collaborateurs du nazi et autres inspirateurs nazis eux-mêmes. Pendant ce temps-là, la confrontation entre l'armée régulière et les bataillons néo-nazis, les soi-disant bataillons nationalistes, se poursuit de manière assez active. Ainsi, l'un des commandants de terrain du corps de volontaires ukrainien secteur droit, dont nous parlons souvent, donc ce cher monsieur Stempinski, a déclaré que les nationalistes ukrainiens ne rendront jamais les armes et feront tout pour prendre le contrôle du Donbass. D'autres représentants des groupes nationalistes ont fait des déclarations similaires et une vague de protestation est en train de monter en réaction à un discours du ministre de la Défense ukrainien, ce cher Stepan Poltorak, à Lvov, où il a déclaré que l'Ukraine ne devrait pas avoir d'unité armée en dehors de l'armée et des agences de maintien de l'ordre, et que les formations nationalistes illégales devraient être dissoutes. Bon, c'était sûr que ça n'allait pas bien passer. Moi, à la place de M. Poltorak, je ferai attention quand même dans les temps qui viennent. Surtout quand il se déplace dans des fiefs ouvertement... Oui, néo-fascistes, néo-nazis, comme Lvov, qui est quand même le berceau du nationalisme ukrainien, sauce bandériste quand même, faut le rappeler. Bon, pour ceux qui croient que Poltorak est d'un seul coup animé de grandes considérations, comment je pourrais dire, éthiques et morales, en disant que ces bataillons sont quand même des fumiers, non, malheureusement, faut pas rêver. Non, faut pas rêver, puisque dans le même temps, il a ouvertement autorisé les commandants des unités des forces armées ukrainiennes à ouvrir le feu sur le territoire de la RPD et de la RPL. On voit bien qu'il cherche l'escalade du conflit en donnant des instructions directes pour le recrutement au sein des forces armées ukrainiennes de tous les voyous notoires. Et par contre, toute personne qui est contre la guerre, on l'écarte immédiatement du recrutement au sein de l'armée. Oui, forcément. Je précise, personne qui est contre la guerre dans le Donbass. Oui. C'est ça. Pas assez salauds pour... voilà. Il faut des salauds, des francs salauds. Quoi. Oui. D'ailleurs, en plus de relever de ses fonctions le commandant adjoint des forces terrestres, le général Nikitenko, Poltorak a aussi viré le chef psychiatre du ministère de la Défense ukrainien, le colonel Oleg Druz, qui est l'un des rares à avoir évalué de manière professionnelle et appropriée la situation dans la zone de la soi-disant opération antiterroriste, en déclarant publiquement,
il a pris un risque ce monsieur quand même, hein, j'espère qu'il va rien lui arriver de grave, que 93% des soldats ukrainiens qui participent à l'opération antiterroriste étaient un danger potentiel pour la société et avaient besoin d'être traités. 93%. Oui. Ouais. Alors ça, voilà. ça fiche donc ça, un peu c'est la l'évaluation trouille, psychologique des soldats ukrainiens. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Bon, bien entendu, les autorités ukrainiennes n'ont pas apprécié de se prendre la vérité en pleine figure, donc ils ont viré. Hein. Ouais. Hein, parce que bon, pourtant, ça part d'un simple constat de bon sens. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire que les dirigeants ukrainiens ignorent que pour que des opérations punitives visant l'élimination d'une partie de son propre peuple, pour que ça marche, pour que c'est du succès, il faut des gens sans conscience ni honneur. Hein, des gens qui sont en marge de la société, des tarés, des psychopathes, des criminels, etc. Tu peux pas réussir une épuration ethnique avec des soldats normaux. Oui, ça c'est clair. Avec des gens qui sont normaux dans leur tête. C'est pas possible. C'est voilà, hein, donc d'ailleurs voilà, ça se voit actuellement puisque le commandement des forces armées ukrainiennes encourage maintenant le recrutement de gens avec un casier judiciaire pour servir dans la zone de l'opération antiterroriste. Oh, bah, tiens. Hein, voilà, et en cela la loi d'amnistie qui a été votée et signée par Poroshenko le 2 septembre. Alors, loi d'amnistie, pour ceux qui pensent aux accords de Minsk, non, pas pour nous. Seulement pour les salopards qui sont côté ukrainien. Hein, voilà, donc les soldats ukrainiens qui tuent, qui violent, qui pillent, eux ils sont amnistiés. On appelle ça un appel d'air. Hein. Oui, voilà. Hein. Donc voilà, donc ça va permettre de recruter même d'anciens taulards qui ont une expérience du combat, qui auront été amnistiés par cette loi. Donc c'est beau l'armée ukrainienne, hein, y a pas à dire quand même. Hein, Parce qu'ils ont plus assez d'argent. Ils ont peut-être plus assez d'argent pour nourrir les taulards dans les prisons. Alors ils se sont dit bon, écoutez, ça va bien 5 minutes, hein, on vous a bien nourri. Je pense surtout qu'ils veulent vraiment relancer l'offensive dans le Donbass, et que c'est pas avec des soldats normalement constitués et sains d'esprit qu'ils peuvent le faire. Donc là, il faut qu'ils recrutent toutes les pires crapules, racler tous les fonds de tiroir, oui. Les fonds de basse-fosse et autres. Oui. Les tiroirs, c'est gentil. Voilà. Moi, je préfère les termes directs. Moi, j'appelle un chat un chat. Donc là, ils vont vider les prisons, en fait, pour envoyer toute la lie de la société ukrainienne faire la guerre dans le Donbass. Je plains sincèrement la population civile qui vit actuellement dans les zones occupées par l'armée ukrainienne. Je pense que ce qu'on avait décrit la semaine dernière avec le viol de... je pense qu'il y aura une explosion de ce genre de... Le viol de la gamine là, la gamine là, ouais. Je pense que enfin, les chiffres statistiques vont monter jusqu'au plafond là, c'est pas possible. Hein. Parce qu'en relâchant des mecs comme ça et en les envoyant servir dans la zone de l'OAT avec la certitude qu'ils seront jamais punis pour les crimes qu'ils vont commettre. C'est clair, oui. Ah, ils vont s'en donner à cœur joie. Ils vont se lâcher. Là, jusqu'ici, on n'avait rien vu. Là, je crois que ça va être vraiment de pire en pire. Que vont faire Paris et Berlin dans ces conditions? Ils vont continuer à faire la sourde oreille, à mettre la tête dans le sable? Oui, comme d'habitude. Hein. C'est comme le problème des néo-nazis ukrainiens, pas vu, pas pris. On fait genre ils sont pas là, ils n'existent pas, c'est pas vrai, c'est de la propagande russe. Non mais c'est vraiment gerbant, donc voilà ce qu'on va avoir comme soldat en face d'ici très peu de temps. Bon, c'est dans la lignée de toutes les méthodes de Kiev, y compris les méthodes terroristes, puisque ce matin, une double explosion a retenti à 8h30 dans la rue Mira à Donetsk, donc c'est presque dans le centre-ville, un petit peu à l'est. Les explosions ont frappé la voiture du ministre des Finances, le ministre des Taxes et des Revenus, Alexandre Timofeyev. Le ministre a été grièvement blessé, mais les médecins jugent désormais son état satisfaisant. En tout, 8 personnes ont été blessées lors de ces explosions. Le périmètre a été bouclé. Une enquête est en cours pour déterminer qui a fait ça, mais les premiers éléments qui commencent à fuiter indiqueraient un attentat venant des services ukrainiens, commandité, semble-t-il, par
le ministère de la Défense ukrainien. Donc, bon, comme d'habitude, donc bon, j'espère que le ministre va s'en remettre et les personnes qui ont été blessées aussi. Mais bon, ça montre bien que le courage ne fait pas partie des qualités non, pas vraiment, pas vraiment. Et ukrainiennes. donc, c'est des méthodes qui sont vraiment ignobles et qui en disent long quand même sur la mentalité des autorités ukrainiennes. Des autorités qui feraient bien s'intéresser un petit peu quand même comment on pourrait dire ça, aux procédures de sécurité, hein, parce que bon, c'est quand même pas la première fois que ça arrive, puisque je parle d'explosion toujours, mais cette fois côté ukrainien, puisque hier après-midi, c'est un entrepôt d'armes ukrainien qui a explosé. Donc c'est un entrepôt qui est situé dans la localité de Novo-Yanisol. Et à 16h15 hier, cet entrepôt qui contenait des obus d'artillerie de 122, 152 mm, ainsi que des obus de chars d'assaut, il a pété, il a pris feu. Voilà. Donc, d'après les informations dont on dispose, l'explosion a eu lieu à cause de violations des normes de stockage et des protocoles de sécurité lors du déchargement de nouvelles munitions qui venaient d'arriver. On ne sait pas actuellement s'il y a eu des victimes parmi les civils, hein, puisque bon, ils ont installé ça encore comme d'habitude. En plein dans une localité, hein, histoire que ça fasse courir un maximum de risques aux civils qui vivent juste à côté. Donc il est possible qu'il y ait des blessés, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Le feu semble avoir été circonscrit puis éteint tôt ce matin, un petit peu avant 6 heures. Bon, on va pas plaindre, hein, ça fera des munitions en moins qui nous tomberont sur s'il le n'y a coin pas de la de tête. s'il n'y a pas de victimes, parce que là Voilà. tu dis un truc qui est très intéressant, qui est à mon avis une situation aggravante, c'est que peut-être que pour éviter des sabotages de la part éventuellement d'un tir d'artillerie extrêmement précis et unique des forces du Donbass, des forces armées du Donbass en général, c'est-à-dire des deux républiques, pour détruire ce dépôt, les Ukrainiens ont peut-être décidé sciemment d'installer ces stocks au sein même des agglomérations. Il y a bien plein qui m'étonnerait avec eux. Hein. Ça, je serais même pas étonné que ce soit le cas. Ils installent bien leurs pièces de mortier dans les jardins. Alors, bon, là, c'est vraiment n'importe quoi. On peut juste espérer qu'il n'y ait que les munitions qui aient explosé, parce qu'effectivement, c'est toujours ça que vous ne recevrez pas sur la tête. Ouais. Si on regarde tout ce qui est situation politique, donc là on va monter à un niveau très international. On va reparler de la proposition russe d'envoyer des casques bleus dans le Donbass pour protéger les observateurs de l'OSCE et seulement pour protéger les observateurs de l'OSCE sur la ligne de front. Bon, comme je le craignais, c'est plutôt mal parti, puisque l'Ukraine et les États-Unis ont carrément refusé d'étudier la proposition russe à l'ONU. Je pense que ça t'a pas des étonné. prétextes divers et variés, donc je pense que le projet est mort-né comme dès le départ, hein. En tout cas pour le moment. La contre-proposition ukrainienne qui a été déposée par Petro Poroshenko est quant à elle inenvisageable, donc il y a de bonnes chances que ça subisse le veto russe, hein, puisque bon, l'Ukraine veut les déployer partout, y compris à la frontière avec la Russie. Ils veulent pas de soldats russes au sein du contingent de casques bleus. Or, sans cette présence qui rassurerait la RPD et la RPL, c'est clair que la réponse des deux républiques, ce sera niet, non. Voilà, catégorique, simple. Bien entendu, l'Ukraine, comme les États-Unis, s'opposent donc à la proposition russe sur la zone de déploiement. Ils veulent les déployer dans tout le Donbass. Ce qui n'a pas de sens. Hein, ça a d'ailleurs étonné la présidente du Conseil de la Fédération, hein, donc qui est la chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, hein, qui l'a trouvé dénuée de toute logique. Hein, pourquoi il n'y a pas de combat à la frontière, hein, actuellement, c'était en 2014 qu'il y en avait. Elle aussi, comme moi, elle trouve que ça sent quand même la tentative d'encercler les deux républiques populaires quand même. Hein, pour beaucoup en Russie, et comme pour moi, le but de l'Ukraine et des États-Unis serait
de faire un remake de la Krajina serbe dans le Donbass, en envoyant les casques bleus jouer les forces d'invasion pour désarmer les armées de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk, et les couper de tout soutien potentiel de la Russie en verrouillant la frontière. Le tout avant de fermer les yeux pendant l'épuration ethnique, les forces armées ukrainiennes et les bataillons nazis n'ayant plus qu'une population désarmée à affronter. C'est la seule chose qu'ils peuvent réussir à vaincre. Donc voilà. Donc si les stratèges à Kiev et à Washington croient vraiment que leur plan foireux va réussir à passer, je sais pas ce qu'ils prennent, mais il faut vraiment qu'ils arrêtent, quoi. Franchement. Il reste encore une possibilité, c'est qu'ils aient fait cette proposition de telle sorte que ça induit automatiquement un refus de Moscou. Oui, c'est pas la première fois qu'ils jouent ce jeu-là, mais comme la Russie est venue la première avec une première proposition qui était beaucoup plus sensée et beaucoup plus, on va dire, viable, qui avait, on va dire, plus de chances d'être acceptée, en tout cas par les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, qui se sont toujours montrées très méfiantes vis-à-vis de tout ce qui est casque bleu, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé entre autres en Yougoslavie. J'ai parlé de la Krajina serbe, c'est à dessein. Les autorités des deux républiques veulent à tout prix éviter une répétition de ce scénario dans le Donbass. Donc le fait de faire venir des casques bleus, c'était déjà pas gagné. Alors la proposition de Poutine, c'était de manière ponctuelle sur la ligne de démarcation pour assurer la sécurité des observateurs de l'OSCE. Poutine propose le petit doigt, les autres essaient de prendre le bras, ça va pas marcher. Ouais. Donc oui, le but est certainement après de hurler que la Russie est la grande méchante parce qu'elle oppose un veto, mais enfin... j'en ai peur, j'en ai peur parce que ils sont capables de travestir la réalité à un point absolument stratosphérique. Oui, ils l'ont déjà fait dans le passé avec la fameuse histoire du tribunal pour le MH17, certaines propositions concernant la Syrie, où ils voulaient faire des no-fly zones, etc. Oui, c'est ça. À chaque fois, ça va pas empêcher la Russie de mener ses plans à bien. Ils ont essayé, en tout cas, ça veut pas dire que... Oui, voilà. Ça veut pas dire qu'ils réussissent. Parce que là, pour nos auditeurs qui se diraient, les Russes, les RPD, les RPL, ils sont un peu parano, là, quand même. Pas tant que ça, en fait, parce que quand tu lis la déclaration d'Irina Lutsenko, dont on a déjà parlé plusieurs fois, la fameuse représentante du président ukrainien auprès de la Rada, qui a donc dévoilé ce que contiendrait la proposition de Poroshenko. Moi, je suis assez inquiète quand je vois le contenu, parce que donc il voulait un mandat étendu pour autoriser les casques bleus à utiliser leurs armes si nécessaire et pas seulement pour se défendre. Tiens donc ça s'appelle plus des casques bleus, ça s'appelle une armée. Je veux dire, faut appeler les choses par leur nom. Il voulait que ces casques bleus procèdent au désarmement des unités du Donbass et donc les déployer à travers tout le Donbass, y compris la frontière avec la Russie. Avec une définition aussi large d'autorisation d'utilisation de leurs armes, alors que je rappelle qu'historiquement les casques bleus ne peuvent les utiliser que pour se défendre ou protéger la population civile en cas de danger. Donc ça, c'est un petit amendement qui avait été fait après les massacres en Yougoslavie et dans le Rwanda. Parce que les gars avaient dit, mais on n'était pas menacés, donc on n'avait pas l'autorisation de tirer. Ça a été un petit peu étendu depuis là, mais c'est le seul cercle acceptable d'utilisation de leurs armes par les casques bleus. En plus, désarmer les unités de RPD et de l'RPL, tu ne peux pas le faire par la force. Ils n'ont pas mandat d'utiliser leurs armes pour ça. Pour valider une telle mission des casques bleus, il faut l'accord de l'RPD et de l'RPL. Parce que c'est désarmer comme ça, gentiment, en comptant sur la bonne volonté de Kiev et de l'Occident. Il ne faut pas les prendre non plus pour des lapros de 6 semaines. Donc le but, on voit bien, c'est que Kiev veut utiliser les casques bleus pour désarmer les armées de la RPD et de l'RPL, verrouiller la frontière, et puis, donc en clair, utiliser les casques bleus comme substitut aux forces armées ukrainiennes. Donc ça c'est clair, ça passera jamais auprès de l'RPD et de l'RPL, et comme il faut l'accord des deux parties pour une mission de casque bleu, de toute façon ils l'auront dans le baba. Voilà. Ouais. Ils peuvent y aller comme ils veulent. En plus, histoire d'en rajouter une bonne couche, ils ont bien entendu utilisé la rhétorique de l'agresseur russe. Ils ont utilisé jusque dans cette proposition de résolution. Donc la Russie via Dmitri Peskov a tenu à rappeler quand même que c'est pas la meilleure stratégie quand on veut soi-disant négocier la paix, envoyer des casques bleus.
diffamé l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a droit de veto, je le rappelle, et en exigeant une extension du mandat des casques bleus au-delà du raisonnable. Bon, chance de faire passer la proposition de Kiev, zéro absolu, bien entendu. C'est pour ça que moi j'en suis venu à l'idée qu'ils font ça exprès pour dire ensuite que c'est la Russie qui a refusé... l'envoi casque bleu, alors que Poutine a proposé le premier. Donc vous avez même pas voulu étudier sa proposition. Oui, allez vous faire voir. Voilà. La mémoire sélective, je crois que c'est pas la première fois qu'on la verrait. Surtout chez les médias occidentaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si on regarde d'ailleurs, c'est assez troublant d'ailleurs, c'est quand ils ont parlé donc du contenu concret de la proposition, entre autres le nombre de casques bleus à déployer. Les autorités ukrainiennes ont fait un parallèle assez troublant en disant qu'il fallait se baser sur ce qui avait été fait dans les Balkans. Oui. Je suis pas sûre que c'est un bon parallèle à faire. Ça veut savoir que c'est un lapsus révélateur, peut-être. Oui. Donc, pour calculer le nombre de casques bleus nécessaires. Oui. Alors, quand on voit le chiffre qui donne 40 à 60 000 casques bleus. Donc, je rappelle, c'est 2 à 3 fois le nombre de casques bleus qui sont en République démocratique du Congo, qui, je rappelle, est un État en guerre depuis très longtemps. Et une fois et demie la Fort Pronu qui avait été déployée en Croatie. Là aussi, d'ailleurs, assez bizarrement, pour désarmer certaines zones, et durant le mandat de laquelle, je rappelle, a eu lieu le massacre de Srebrenica. Oui. Voilà. Donc, là, quand tu vois le parallèle qui est fait, puis le nombre de soldats qui est donné, il faut quand même se poser des petites questions sur le but réel de la mission. Parce qu'avec un tel effectif, je rappelle que cette force de l'ONU serait équivalente à la moitié de l'armée ukrainienne présente dans le Donbass. Donc, faut pas rêver, ni les autorités ni la population de la RPD et de la RPN n'accepteront un tel plan qui reviendrait à rejouer dans le Donbass le scénario de la solution croate qui a été appliquée dans la Krajina serbe et qui a permis de procéder à l'épuration ethnique de 200 000 Serbes quand même, qui ont été purement et simplement chassés de chez eux. Donc, non, ça passera pas. Ça passera pas du tout. Il n'y avait pas eu d'ailleurs, à un moment donné, Moscou avait... mis en garde Zagreb. Oui, Zagreb, contre les contacts répétés entre Zagreb et Kiev et le fait que plusieurs officiels ukrainiens avaient parlé assez ouvertement de s'inspirer de la solution croate pour rétablir la paix dans le Donbass. Je mets entre guillemets rétablir la paix parce que rétablir la paix en faisant une épuration ethnique, ça s'appelle de la novlangue quand même, parce que c'est une définition un petit peu bizarre d'humain, de rétablir la paix. Un peu étrange. Et en parlant de paix, j'ai mis ça dans cette partie-là. Je ne l'ai pas mis pendant ce temps-là à Kiev parce que c'est tellement immonde que même avec un haut niveau d'humour noir, là ça passe pas. Parce que il y a des déclarations de notre clown en chef, Poroshenko, qui pousse à se pincer, quand on les écoute, on se demande si c'est vrai, on se dit c'est un fake, non. On avait parlé du fameux Yalta European Strategy Meeting, ils avaient sorti qui se un super délire, ils avaient sorti un superbe délire sur l'Ukraine, frontière orientale de l'Europe, qui protège l'Europe contre les menaces venues de l'Est, donc Poutine est le nouveau Gengis Khan à la tête de la horde mongole. Non, mais franchement, quand on écoute ces trucs, c'est délirant. Mais alors, il n'a pas sorti que ce délire-là. Oui. Non, il en a sorti une autre. Et c'est... Donc là, je préviens nos auditeurs, c'est tellement cynique, c'est tellement à vomir, donc préparez-vous avant. Oui. À vos bassines. Voilà, à vos bassines. Donc il a sorti, quand même, devant des chefs d'État européens, « Je suis le président de la paix, nous voulons la paix ». Quel cynisme. Non, mais là, franchement, quand j'ai lu ce truc, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un fake, mais non. Voilà, donc après, il a expliqué que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont concentrés sur la promotion de leur initiative, d'envoyer des casques bleus dans le Donbass, des casques bleus qu'ils veulent utiliser pour faire une purification ethnique. Comme je dis, c'est une conception de la paix quelque peu... tirée par les cheveux, oui. Voilà. Donc,
Je rappelle qu'il y a des précédents quand même d'utilisation des casques bleus pour perpétrer des génocides, Yougoslavie, Rwanda, entre autres. Juste pour ceux qui auraient oublié leur histoire récente, je vous encourage à aller regarder ce qui s'est passé dans ces pays-là. Lors du même forum, du même forum. Il faut noter, tu disais c'est le forum de Yalta, c'est ça, mais qui n'était pas du tout organisé à Yalta. C'est pas du tout à Yalta, il a été fait à Kiev. Donc c'est un forum qui est là pour discuter en gros de l'intégration européenne de l'Ukraine. En gros, c'est ça l'idée. C'est un truc qui a lieu depuis des années. Donc lors de ce même forum, Poroshenko a aussi déclaré que les traités internationaux valent moins qu'une charge nucléaire. On appréciera le côté très pacifique de cette déclaration. Et que l'Ukraine ne devrait pas rester non alignée. Ça aussi, c'est très pacifique de rentrer dans l'OTAN. L'opération terroriste, l'organisation terroriste nord-atlantique, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Alors, si ça, c'est un discours de paix, je pense qu'ils ont dû changer le dictionnaire récemment. Parce que, non, je pense qu'il parlait d'un autre type de paix. Enfin, ça devient scabreux, là. Je n'irai pas plus loin. Voilà. Donc, parce que bon, je parlerai pas des accords de Minsk qui piétinent totalement depuis leur signature. J'ai signalé en début de CITREP le nombre de bombardements depuis la signature des premiers en septembre 2014. C'est pas vraiment une attitude pacifique. En plus, maintenant, les représentants ukrainiens, ils se pointent même plus aux réunions. C'est la dernière lubie maintenant pour saboter les accords de Minsk. Donc là, cette semaine, on a eu des réunions à Minsk. Lors de la réunion consacrée au groupe de sécurité, ils ne sont pas pointés. Donc il semble qu'ils avaient un petit peu peur là, des révélations que les membres de la RPD et de la RPL au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu allaient dévoiler sur les agissements de l'armée ukrainienne. Donc ils ont préféré pas se pointer, carrément. Voilà. Et au rayon... déclaration, pareil, tu te demandes si c'est vrai. Donc ensuite, il est allé à New York, entre autres, pour aller faire son petit speech à l'ONU. Il en a profité aussi pour aller mendier des armes aux États-Unis. Donc il avait dit qu'il les avait obtenues, mais semble-t-il, finalement, non. Finalement, il a obtenu du budget, mais c'est plus pour des armes de défense, des armes de défense électronique et des choses comme ça. Donc ça va pas très très loin. Donc finalement il est en train d'aller mendier auprès du Canada pour les avoir, ces armes létales. Et donc lors de cette visite à New York, Poroshenko a sorti, je cite: nous avions besoin de faire beaucoup de choses à New York et notre réunion n'était pas juste à propos des armes défensives, bien que cela va augmenter de manière significative nos capacités de défense. Nous ne voulons attaquer personne, cela nous dégoûte. Tiens, oui. Alors celle-là, fallait oser quand même. Oui. Celle-là, fallait oser, parce que bon, ça les dégoûte tellement que je rappelle que l'armée ukrainienne attaque le Donbass tous les jours depuis le printemps 2014, ça fait 3 ans et demi. Les soldats ukrainiens sont tellement dégoûtés d'attaquer qu'ils bombardent surtout les civils. C'est vrai que c'est pas dégoûtant, ça file pas envie de vomir, non du tout. La preuve, maintenant ils sont obligés d'aller recruter... les malades mentaux, tous les tarés, les psychopathes et les criminels qui traînent dans leurs prisons et leurs asiles psychiatriques. Donc c'est vrai que ça les dégoûte vachement. Dis donc. Ça les dégoûte tellement que la Rada a voté une loi pour interdire l'enseignement en langue russe dans tout le pays d'ici quelques années, alors que la moitié de la population l'a pour langue maternelle. Et que je rappelle que c'est une loi quasiment semblable, je rappelle le retrait à la langue russe de son statut de langue régionale, qui avait mis le feu aux poudres et déclenché la guerre civile qui ravage le Donbass depuis 3 ans et demi. Donc si ça c'est chercher la paix et puis pas vouloir attaquer et pas vouloir chercher la merde, moi je suis la reine d'Angleterre, quoi. Je veux dire, là faut arrêter les conneries, quoi. C'est comme si on nous racontait que Klaus Barbie était dégoûté de torturer les résistants
dans les caves de c'est un grand pacifiste et un monsieur qui était pour la paix dans le monde. Il adorait les chats. Et voilà, et l'amour et la compassion entre êtres humains. Non, mais je veux dire, à un moment, faut arrêter là, parce que bon, je rappelle quand même que si là, donc ils ont soumis cette loi à l'Union européenne et ça doit encore être voté signé par Poroshenko. Si l'UE et le président ukrainien ne mettent pas leur veto à cette idiotie, là je vous le prédis, le pays court droit à l'explosion pure et simple. Parce que là, c'est l'équivalent de jeter une allumette sur une flaque d'essence. Il y a 3 ans et demi, ça a déclenché quand même la guerre dans le Donbass. Je vois pas pourquoi ça aurait un résultat très différent cette fois-ci. Surtout que ça va se cumuler avec la décision d'empêcher les Ukrainiens d'accéder à leur boîte email, Yandex, contact, etc. C'est ça. Bon, c'est pas en attisant la haine contre les russophones et les Russes que les autorités ukrainiennes vont promouvoir la paix dans le pays. Ça, c'est clair. Non, dire je suis le président de la paix en essayant de monter une moitié du pays contre l'autre, là, faut oser. Même la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe a quand même publié un rapport où elle admet que depuis le conflit dans le Donbass, les discours de haine et la rhétorique russophobe s'étaient développés dans le pays et a même mentionné des cas de harcèlement ou d'agression contre des russophones ou des Russes ethniques en Ukraine. Et comme en plus les autorités ukrainiennes qui aiment tellement la paix qu'elles refusent toute contestation de leur pouvoir, le problème c'est que il n'y a pas qu'à l'est que ça va provoquer l'éclatement du pays, mais aussi à l'ouest, puisque donc je rappelle que c'est plus ou moins pour l'instant dans cette zone-là que se tient ce cher Saakashvili, puisqu'il est protégé actuellement par le bataillon Donbass et les autorités de Lvov, ce qui a poussé l'ex-chef des services de renseignement ukrainiens, Nikolai Malomouj, à déclarer que la ville serait prête à se soulever contre Kiev. Pour lui, donc, la ville bouillonne sous l'action de Saakashvili, de Lyashko et des forces d'opposition au gouvernement, avec le risque que ça dérape en affrontement armé comme dans l'est du pays en 2014. Donc il a appelé tout le monde à se mettre à la table des négociations et d'arrêter les conneries, pour éviter de répéter à Lvov et Ivano-Frankivsk ce qui se passe actuellement dans le Donbass. Enfin bon, comme là, Poroshenko a l'air d'être plutôt galvanisé par ses promesses d'aide financière et de livraison d'armes létales, donc semble-t-il plutôt par le Canada et empêtré dans sa novlangue. J'ai quelques doutes que Poroshenko soit prêt à discuter avec Timoshenko et Saakashvili ou à appliquer les accords de Minsk, sans même parler de poser son veto donc à cette loi débile d'enseignement qui risque de faire péter une nouvelle guerre civile en Ukraine. Parce que bon, pour ce monsieur, la guerre c'est la paix, l'esclavage c'est la liberté, et appliquer les accords de Minsk c'est bombarder sa population civile. Voilà, vive la novlangue. 1984, on est en plein dedans. C'est ça. Donc, comme on le voit, les déclarations délirantes de Poroshenko sont de moins en moins drôles et confinent de plus en plus à l'abject, au cynique et à l'ignoble. Voilà, donc pour ceux qui ont vomi entre-temps, désolé, j'espère que c'était pas un très bon repas que vous aviez refait avant. Ça sera un peu dommage, quoi. Si on regarde d'autres points concernant entre autres la République populaire de Donetsk, je rappelle que lundi 25 septembre, donc là le lundi qui arrive, aura lieu à Marseille l'ouverture officielle du centre représentatif de la RPD en France. Des personnalités publiques et politiques françaises ainsi que des représentants des médias européens ont été invités à cet événement solennel. Donc l'ouverture aura lieu à 16h30, donc dans une salle de conférence de l'hôtel Novotel Prado, donc à Marseille. Ils le font là-bas parce que finalement ils ont tellement de personnes qui ont déclaré être présentes que le centre représentatif lui-même, qui est pas très très loin, n'était pas assez grand pour assurer cette réception. Donc ce centre représentatif français, donc il n'est pas bien sûr une ambassade officielle puisque la RPD, je rappelle, n'est pas reconnue par l'État français. Mais il assurera des fonctions de représentation de la RPD, contribuera à la campagne d'information pour renforcer l'image de la RPD à l'international et étendre les liens économiques et socioculturels entre les deux pays. Le centre devrait bientôt être doté d'un site internet qui relaiera les informations venant de la RPD, présentera le centre et annoncera les différents projets et événements de ce dernier. Il y a déjà certains projets qui sont sur les rails d'ici la fin de l'année. Entre autres, un projet d'échange de cartes de vœux
et un projet de vidéoconférence entre élèves de France et élèves de Donetsk, ainsi qu'un second voyage en RPD des membres du centre représentatif, parce que je rappelle qu'ils étaient venus ici pour signer l'accord pour la création de ce centre représentatif durant l'été. Bien entendu, la réponse du ministère des Affaires étrangères français n'a pas tardé. Dès le 21 septembre, un communiqué de ce dernier indiquait que la France ne reconnaissant pas les RPD, l'objet de l'association est illicite et que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a par conséquent transmis des éléments au procureur de la République. Donc le but, c'est de faire fermer juridiquement... Évidemment. Le centre représentatif. J'ai vu traîner en ligne des posts d'activistes pro-Kiev qui ont aussi contacté l'hôtel où la réception doit avoir lieu pour essayer de la faire annuler. Donc c'est comme avec Paul Moreira, toutes les méthodes sont bonnes pour essayer d'empêcher la vérité d'être transmise par un moyen ou par un autre. Donc j'espère que la justice réelle prévaudra et que le centre représentatif ne subira pas de fermeture judiciaire et pourra pleinement jouer son rôle de pont entre le Donbass et la France. Donc je croise vraiment les doigts pour qu'on ait encore des juges intègres en France qui refusent de cautionner. Vraiment, ce serait vraiment un déni de justice total là quand même. Pendant ce temps-là à Kiev, ou plutôt pendant ce temps-là à New York, on change de clown ou presque parce que Poroshenko était avec lui, donc ça compte quand même. Voilà, donc il a entraîné quelqu'un dans son délire. Voilà. Dans son délire, voilà. Je ne sais pas s'il a offert à Donald Trump certains de ses chocolats Rochen psychédéliques, fourrés au cannabis et à la manite phalloïde de Tchernobyl. Parce que la déclaration de Trump lors de la visite de Porky à New York, c'est magique. C'est magique, accrochez-vous bien. Alors, j'ai un solitaire, ne mangez rien, ne buvez rien, asseyez-vous avant de l'écouter, parce que je veux pas avoir votre mort par étouffement ou chute mortelle sur la conscience. Donald Trump a sorti, je cite textuellement, depuis que nous vous avons rencontré à la Maison Blanche, vous avez fait finalement des progrès significatifs. On ne peut pas dire que la vie en Ukraine est des plus faciles, mais la situation là-bas s'améliore de jour en jour. Ouais, pour les oligarques, oui, sûrement, oui. Ouais, voilà. Les sociétés viennent en Ukraine, elles voient un énorme potentiel là-bas. Quel potentiel ? Potentiel de pillage à échelle industrielle ? Ah oui, ça oui. Mais potentiel, de développement économique réel, en dehors d'aller voler les terres, etc., je vois pas bien. Parce que je rappelle que l'industrie ukrainienne est en train d'être totalement décimée par toutes les mesures russophobes des autorités ukrainiennes. Enfin, le fin du fin, c'est quand même cette histoire d'amélioration de la situation en Ukraine. Alors, sur quel plan, Donald, j'ai envie de te demander, parce que le pays est en train de plonger économiquement, les gens sont de plus en plus pauvres, ils disent eux-mêmes que le pays est en état de chaos, la Rada a voté une loi débile sur l'enseignement qui menace de rallumer l'incendie dans l'est du pays, et pas seulement, et même le VOF a l'air d'être au bord de la sécession. Ouais. Donc, comme tu disais, les seuls pour qui la situation s'améliore en Ukraine, c'est les oligarques qui s'en mettent plein les poches. Ah bah oui. Mais pour l'Ukrainien, on va dire lambda, je pense pas qu'on puisse lui... Oui. Je pense que si on dit aux Ukrainiens que Donald Trump a balancé que la situation en Ukraine s'améliore de jour en jour... Ils vont plus l'aimer, ouais, ça c'est clair. Je pense que lors de sa prochaine visite en Ukraine, il va se prendre des tomates pourries dans la tête. Oui, il y a des chances, ouais. Là, c'est... Allô, Donald, allô. Faut redescendre sur Terre, là. Là, il est temps. Sa santé mentale non plus n'est pas très reluisante, visiblement, donc... Donc, là, il faut que Porky arrête de distribuer des chocolats Rochen magiques à des gens qui n'ont pas l'habitude. Après, ils vont dans des délires, ils sont pas habitués. Non, c'est des chocolats magiques qui sont faits pour les autorités ukrainiennes. Ils ont l'habitude, tu vois, ils sont un peu... c'est du costaud à manger, ouais. Voilà, c'est du costaud, quoi, tu vois, c'est comme donner de la vodka russe à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu vois. Je veux dire, ça décape, quoi. Les chocolats Rochen magiques, c'est pareil. Ça décape le cerveau. Donc, évitez d'enfiler à des étrangers qui n'ont pas l'habitude. S'il te plaît, Poroshenko, arrête tes conneries. Ils vont tous avoir le cerveau qui crame après. Donc, puis après, ils prennent tous des décisions débiles. C'est peut-être à cause de ça que l'autre, maintenant, il est complètement excité et qu'il veut chercher la merde avec Kim Jong-un.
T'écoutes, bien c'est mais foutu c'est bien chocolat possible. Rochaine. Voilà, c'est Ça peut la faute à s'expliquer, ouais. Poroshenko. Livraison Voilà, spéciale de chocolat Rochaine magique. voilà. Ouais, Pour qui en cadeau. tu vas déclencher la troisième guerre mondiale. T'arrêtes tes conneries là. Ah bah là pour le Ah coup mais sérieusement. ça sera un champignon magique radioactif, nucléaire, explosif. Pour tout le monde, voilà, pour tout le monde. Quant au chocolat, Donc voilà, c'est un petit peu ça la situation. Donc comme on peut voir, ils sont en train, ils sont dans les starting blocks quoi. C'est pour l'instant ça se calme parce que ils sont en train de préparer leur future saloperie. Ouais. Mais c'est mauvais quoi. Je veux dire, entre les déploiements d'armes lourdes, leur absence massive quand même dans les zones de stockage. Là, cet attentat contre le ministre des Finances et puis les déclarations délirantes et le fait que Kiev continue d'essayer de mendier des armes, enfin, mais arrêtez quoi. Je veux dire, tu peux mendier toutes les armes que tu veux. Ça changera rien. T'as une armée de branquignoles. C'est perdu ça. Ça va être un massacre, c'est tout quoi. C'est ça le problème. Ça va être une boucherie. Ouais. Ça va être une boucherie. On remarque, s'ils recrutent que des criminels, ça fera des salopards en moins sur Terre. Ça peut être une façon de voir les choses aussi. Ouais. Mais bon, donc je suis pas très rassuré quand même. Puis là, cette loi sur l'enseignement, si elle est pas rétoquée, là, ça va foutre le feu là. Non, là. On va voir ça tout ça la semaine prochaine pour le prochain CITREP, en espérant qu'il n'y en aura pas un en obligation, en urgence entre les deux. Enfin, entre aujourd'hui et samedi prochain. Voilà. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, c'était plutôt calme sur le front. J'étais à Promka ce matin, donc sur les positions de l'armée de la RPD qui sont entre Avdiivka et Yassino-Vataya. C'était plutôt calme ce matin. Donc on va voir comment ça évolue, mais je pense qu'à un moment, quand ils n'auront pas le choix, soit quand ils penseront qu'ils ont le soutien nécessaire de Washington, de Trudeau là, au Canada. Ils vont se lancer. De toute façon, ils n'auront plus le choix au bout d'un moment. Soit Poroshenko lance les offensives, soit la CIA va le destituer avec l'aide de Saakashvili. Pour l'instant, il a fait un petit meeting à Kiev avec des revendications. Il a l'air pour l'instant de dire qu'il veut faire une espèce de tour de l'Ukraine pour récolter les doléances. Et il a pour l'instant promis de revenir les présenter à Kiev le 17 octobre. Donc ça laisse même pas un mois à Poroshenko. En gros, pour moi ça sonne un peu comme un ultimatum. Tu fais ce qu'on te demande d'ici là, sinon tu te prends le 3e Maïdan dans la figure et tu subiras le même sort ou pire que celui de Yanukovych. Voilà. Okay. Donc voilà. Donc situation à surveiller dans les semaines qui viennent. J'espère que ma seule espérance quelque part, c'est que l'Ukraine s'effondre toute seule sans qu'elle ait eu le temps de mener cette offensive et que ça permette de repartir sur des bases un peu plus saines, peut-être avec un projet comme celui de la Malorussie ou en tout cas en scindant l'Ukraine de toute façon, je pense, de façon quasi certaine. Donc situation à suivre comme toujours et en espérant qu'à la semaine prochaine. D'accord. Très bien, merci Christelle de nous avoir donné cet éclairage du terrain et à la semaine prochaine, à que samedi prochain. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir.